Cette attraction électrostatique anion-cation, elle est due à quoi? Elle est due tout simplement au fait que certains éléments qui sont de faible électronégativité forment plutôt des cations qui sont stables, avec des nombres d'oxydation qui sont positifs. Ainsi, on reconnaît ici les métaux alcalins, Li sera stable sous forme Li+, Na sera stable sous forme Na+. Inversement, d'autres éléments de forte électronégativité qui sont plutôt stables sous forme d'anions, Xn-, avec n pouvant être variable, ces éléments de forte électronégativité qui sont donc stables sous forme d'anions vont être associés aux cations. Ces éléments stables sous forme d'anions sont par exemple les halogénures, on va retrouver aussi le sulfure, qui ont donc un nombre d'oxydation négatif. Donc l'attraction anion-cation va fournir effectivement un corps composé, qu'on appellera composé ionique solide. Ainsi par exemple le chlorure de sodium, NaCl solide, se note en schéma de Lewis Na+, Cl-, avec Na+, une case vide, ici manifestant le fait que l'élément Na à l'état atomique a perdu un électron pour devenir l'ion Na+. De la même façon, l'élément chlore, lui, est stable sous forme chlorure en gagnant un électron, et ainsi il a 4 doublés non liants dans la notation en schéma de Lewis. Autre exemple, le chlorure de calcium, par exemple, qui sera noté Ca2+, 2Cl-. En notation de Lewis, c'est l'association dans le corps composé ionique d'un cation Ca2+, qui est stable sous forme cationique, et de deux anions Cl-. Évidemment, l'ensemble CaCl2 devant être neutre, il y a évidemment 2 Cl- pour 1 Ca2+. On peut noter aussi que dans le schéma de Lewis, ici, on n'a pas représenté la case vide. À quelles conditions un corps composé est-il réellement ionique? Eh bien, la condition d'ionicité, par convention, va être liée à la différence d'électronégativité entre les deux éléments associés. On a vu tout à l'heure, certains éléments sont stables sous forme cationique, d'autres anionique. On prendra comme convention la règle suivante. Un composé AB peut être décrit par un modèle de la liaison ionique si la différence d'électronégativité entre B et A est supérieure à 2. Ainsi, si xi B est supérieur à xi A de plus de 2 unités, eh bien, l'élément qui est le plus électronégatif portera la charge moins, l'élément le plus électropositif, c'est-à-dire le moins électronégatif, portera la charge plus, et il se notera A+, B-. On peut remarquer que si la différence d'électronégativité est inférieure à 2, par exemple entre 1,5 et 2, on parlera plutôt d'un modèle iono-covalent. La liaison iono-covalente, c'est quelque chose d'intermédiaire entre la liaison ionique et la liaison covalente dans des modèles bien spécifiques, la réalité étant bien plus complexe que les modèles simples. Si la différence d'électronégativité est encore plus faible, on pourra supposer qu'on peut utiliser sans problème le modèle plutôt covalent, c'est-à-dire en dessous de 1,5, on utilisera plutôt le modèle covalent et on écrira à ce moment-là des liaisons covalentes entre les atomes, c'est ce que nous verrons dans les chapitres suivants. Alors, petite application immédiatement pour vous approprier ces notions. Voilà 4 corps composés. Je vous propose de déterminer s'ils peuvent être décrits plutôt par un modèle ionique ou pas. Vous avez ici les électronégativités des différents éléments. Répondez directement dans le quiz qui est inséré à la vidéo. Alors la correction, on va appliquer la condition d'ionicité. Tous les cristaux qui ont été proposés seront éventuellement décrits par un modèle ionique si la différence d'électronégativité entre les éléments qui composent ces corps composés est supérieure à 2. Donc quand on fait le calcul, on voit très nettement que oui, LiF peut être décrit par un modèle ionique puisque quand on fait XiF moins XiLi, on se rend compte ici que le fluor étant d'électronégativité 4 et le lithium 1, on a 3, c'est effectivement supérieur à 2. NaCl dans la même veine aura aussi la possibilité d'être décrit par un modèle ionique puisque l'électronégativité du chlore, 3,2, moins l'électronégativité du sodium qui est 0,9, ça fait encore quelque chose qui est supérieur à 2. Aucun souci. Dans le cas de Na2O, on peut aussi décrire Na2O comme l'assemblage de 2 Na+, et de O2-, donc dans un modèle ionique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, XiO moins XiNa
sera supérieur à 2. L'électronégativité de O, c'est 3,5. Et l'électronégativité du sodium, qu'on a déjà vu, c'est 0,9. Donc ici, on a 2,6. C'est bien supérieur à 2. Vous notez au passage qu'on fait vraiment la différence entre l'électronégativité d'un élément et l'électronégativité de l'autre élément, sans tenir compte de la stoichiométrie éventuelle des éléments qui sont présents dans le corps composé, tout simplement, parce que ce qui est important, c'est la différence d'électronégativité entre un élément et l'autre lorsqu'ils sont associés. Il est évident que cette stoichiométrie vient ici pour compenser la neutralité électrique. Une fois qu'on sait que Na donne Na+, il faudra évidemment 2 Na+, puisque on verra que le l'ion stable, c'est O2-, puisqu'il a une couche complète au niveau de sa couche N égale 2. Quant à Na2S, on va se rendre compte que Xi S moins Xi Na, lui, vaut combien? Eh bien, il vaut 2,5 moins l'électronégativité de Na qui est toujours 0,9. Donc là, on a 1,6. On est entre 1,5 et 2, on dira qu'on a plutôt une liaison iono-covalente. Pour l'instant, on dira qu'il est iono-covalent et on n'ira pas plus loin. Terminons par la propriété qu'ont les cristaux ioniques d'être solubles dans l'eau. On écrira qu'un cristal AB est soluble dans l'eau de cette façon. AB solide, rencontrant de l'eau, va donner deux ions qu'on appelle hydratés, c'est-à-dire un cation A+ aqueux et un anion B- aqueux qui ont été séparés à l'intérieur de la solution aqueuse avec des molécules d'eau qui entourent ces ions A+ et B-. Cette réaction de dissolution s'accompagne d'une énergie qui est échangée entre le cristal qui se dissout et le milieu extérieur. C'est ce qu'on appelle l'enthalpie de réaction de dissolution, qui est notée ΔRH. Vous verrez ça un petit peu plus tard en thermodynamique. Elle s'exprime en kilojoules par mol. Évidemment, plus il y a une grande quantité de matière de AB, plus cette énergie échangée avec le milieu extérieur est grande. Et on a deux types d'énergie échangée. Soit la réaction est endothermique, ce qui signifie que la dissolution du cristal AB nécessite des quantités de chaleur et que ces quantités de chaleur vont être prises dans l'eau. Et donc, lorsque la dissolution de AB va se faire, eh bien, la température de l'eau va diminuer. On a certains composés ioniques qui produisent de l'énergie, et donc avec une réaction qui est exothermique, l'enthalpie étant comptée négativement. On a ici quelques valeurs pour différents sels de fluorure, de chlorure, de bromure ou d'iodure. Et on voit par exemple que le fluorure de potassium a une dissolution qui est exothermique. Donc on va avoir un échauffement de la solution aqueuse lors de la dissolution de KF solide. Inversement, on a par exemple le chlorure de potassium qui lui a une enthalpie de dissolution qui est positive, donc on a une réaction endothermique. On peut le montrer par la vidéo qui est ici, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre des cristaux de KCl dans l'eau, eh bien la caméra thermique qui nous montre ici une température de 17,4 va nous montrer une baisse de température à partir de 17,4, en remuant, en favorisant la dissolution, on va observer que la température de l'eau diminue. On est déjà à 14 degrés, puis 13, etc. Et donc, évidemment, plus on a mis de quantité de KCl, plus cette température va descendre. On a compté que, on peut le calculer, que pour 15 grammes de KCl dissous dans 100 ml d'eau, on peut descendre à la température de 8 degrés environ. Merci et à bientôt.